La valse oubliée de Frank Flimann. J'avais loué pour l'été l'étage d'une villa romaine. Située entre le Colisée et l'Opéra, je lui trouvais le charme des demeures anciennes. Des fenêtres de plain-pied s'ouvraient sur une rue richement ornée. Les balcons des maisons s'avançaient, soutenus par les bras puissants de cariatides auxquels la pierre sale prêtait un aspect sombre et vénérable. La forte chaleur des après-midi obligeait l'habitant à se renfermer derrière les lourds battants des volets. La lumière qui filtrait à travers les vantaux suffisait cependant à éclairer mes pas. La partie que j'occupais se composait de 3 pièces principales, jointes en enfilade, chacune commandant la suivante. Le salon d'abord, puis la cuisine et la chambre. Le salon était vaste, et la hauteur exagérée du plafond augmentait encore cette impression. Il était pourtant garni d'une grande quantité de meubles, de tous les styles, des tables, des chaises et des fauteuils. Un buffet interminable courait le long de la cloison, mais leur nombre ne suffisait pas pourtant à combler les vides de la pièce, ni en atténuer les résonances, de sorte que chaque bruit y prenait une ampleur considérable. Les murs étaient tendus d'une étoffe rouge. Des tableaux tachaient de leur couleur chaude l'obscurité des pourpres. Au sol, des tapis avaient été jetés au hasard, ce qui emplissait le visiteur d'une sensation de liberté joyeuse. Les anciens locataires, ou le propriétaire lui-même, je n'avais aucun moyen de le savoir, avaient laissé l'endroit dans un désordre indescriptible. Tout témoignait d'une activité brusquement arrêtée. Des pièces d'argenterie avaient été oubliées au fond des tiroirs. Des meubles avaient été déplacés, comme je pus en juger aux marques imprimées dans l'épaisseur des moquettes. Il me semblait respirer encore un léger parfum de violette, mais celui-ci se dissipa après quelques jours, et toute trace qui rappelait ceux qui m'avaient précédé fut bientôt effacée. Désireux de connaître les hauts lieux de la ville, je restais assez peu la journée dans mon appartement. Je partais tôt le matin et n'y revenais le plus souvent que pour dormir. Je gravissais alors les degrés du somptueux escalier autour duquel s'enroulait toute la villa. Mais, quelle que fût l'heure à laquelle je rentrais, je trouvais toujours toutes les portes closes, et aucun bruit ne perçait jamais à travers les murs, au point que je formai l'hypothèse que j'en étais le seul occupant. La nuit suivante, cependant, une nouvelle impression sembla démentir la première, soit que mon esprit était échauffé de ma journée, soit qu'il tendait, après une longue période de solitude, vers une compagnie muette. J'eus la vague sensation d'une présence à mon côté. Sur le moment, toutefois, je n'y pris pas garde aussi distinctement. Mon être était tout entier absorbé par le souvenir des sculptures et des toiles des grands maîtres que j'avais admirés dans la journée. Ma ferveur ne décrut pas tous les jours suivants, et je retournais inlassablement aux mêmes endroits où mon enthousiasme me portait. Cependant, la présence que je devinais dans la villa se précisait. Elle se manifestait par de faibles coups qui se rapportaient à la cadence d'un pas, et mon attention soudain éveillée, il me semblait suivre la progression lente d'une marche. Je faisais silence. Quelques échos se répétaient encore sur un mode incertain, puis s'interrompaient. À défaut de les pouvoir mieux situer, je songeais que ces bruits provenaient des hauteurs de l'escalier, et, cédant enfin à une impérieuse curiosité, je me précipitais pour ouvrir ma porte dans l'espoir de voir quelqu'un descendre de l'étage. Mais comme jamais personne ne venait, je décidai désormais de n'y plus attacher mon attention. Or, un soir que je m'étais couché plus tard qu'à l'ordinaire, je fus intrigué par des coups persistants qui semblaient donner dans le plafond et dans les murs. Ils retentissaient à intervalles irréguliers et étaient suivis de longs silences. Le cœur battant, je tentais de me rassurer et songeais que les différences de température entre la nuit et le jour travaillaient les fondations de cette vieille demeure. C'est seulement à quelques jours de là que, à la faveur d'un rayon de lumière idéalement incliné, j'aperçus une fente qui traversait le mur de la partie isolée du salon et découpait la tapisserie en sa hauteur. Je compris qu'une porte dérobée avait été pratiquée dans une fausse cloison. Sitôt après ma découverte, je m'approchai avec un attrait mêlé de défiance. La porte n'offrait aucune prise. Or, comme je déplaçais mes mains le long de sa paroi, elle pivota soudain sur elle-même. D'un bond, je reculai. Le jour pénétra dans les profondeurs de l'obscurité et livra, à ma plus vive stupéfaction, la vision d'une pièce étroite, merveilleusement bien tenue. Elle renfermait, avec une odeur fade et légèrement âcre, divers objets dont la nature m'apparut insolite. Sur un fauteuil, qui était de la même facture que ceux disposés dans le salon, était étendue une magnifique robe de soie mauve, tout ornée de dentelles, aux manches courtes et bouffantes, qui semblait posée là provisoirement,
dans l'attente d'un corps de femme à revêtir. Au sol reposaient 2 souliers vernis, taillés avec une si grande finesse que je doutais que jamais pied pût réussir à les chausser. Sur une console se tenait un miroir entouré de menus effets servant aux soins du visage et au maquillage. Comme je poussais mes recherches, mes doigts rencontrèrent un peigne. Il retenait captif entre ses dents de fins cheveux. J'entrepris aussitôt de les délivrer de leur étreinte, avec précaution, par peur de les briser. Quand je les eus entièrement déroulés, je constatai qu'ils étaient d'une longueur démesurée, et, les exposant à la lumière, je vis qu'ils étaient de couleur brune. Tout à côté, une petite table supportait un gramophone entouré de 2 chandeliers, dont le pavillon antique se dressait en direction du salon. L'examinant d'un peu plus près, j'eus la surprise de découvrir qu'il portait un disque. Je m'assurai que l'appareil était en état de marche, je soufflai la poussière et en actionnai le mécanisme. J'allai ensuite m'asseoir au salon. Passé quelques crachotements, un air s'éleva, majestueux, à la fois langoureux et dansant. C'était une valse jouée au piano, une valse oubliée. Cette musique remet en moi des émotions confuses, réveillant je ne sais quelle nostalgie d'un temps révolu que je n'avais pourtant pas connu. Et quand la musique cessa, je demeurai un long moment à méditer sur cette femme qui avait habité entre ces murs, qui s'était vêtue et coiffée devant ce miroir. Enfin, je décidai de me lever pour arrêter le tourniquet du gramophone. Or, je fus fâché de retrouver la robe que j'avais admirée tout à l'heure tombée au pied du fauteuil. Me reprochant ma maladresse, je m'appliquai à la replacer dans sa position initiale. Faisant le geste de la défroisser sous le plat de ma main, j'en sentis alors toute la délicatesse. Elle était composée de plusieurs couches de tissu. Elle était si légère qu'elle se gonflait d'air pendant que je la maniais, et semblait vouloir à tout moment se relever et prendre une forme humaine, tandis que je tentais de l'assujettir au bras du fauteuil. La nuit même, je dormis sans qu'aucun bruit ne vînt troubler mon sommeil. Je me réveillai de très bonne heure le lendemain, rempli d'une joie inexprimable. Encore sous le coup de ma découverte, j'ouvris sans tarder l'un de mes carnets pour y inscrire mes impressions de voyage. Je racontai comment j'avais appris l'existence d'une pièce secrète dans la villa et procédai à l'inventaire de tous les accessoires féminins qui avaient été apprêtés comme en prévision d'un bal. Je me rendis ensuite au salon, où je restai dans le noir. Je m'y tins quelques instants, quand, tout à coup, je perçus une présence. Je la sentais si près qu'elle semblait pouvoir me toucher. Et, après un court moment d'immobilité durant lequel je balançais sur le parti à prendre, je fis soudain un bond prodigieux en arrière. Je me précipitai sur les volets, dont je poussai de toutes mes forces les 2 battants. Un grand flot de lumière inonda la pièce et m'aveugla d'abord. Puis, comme je m'avançais, je marchai sur un morceau d'étoffe. La robe mauve que j'avais redisposée la veille sur son fauteuil gisait au sol. Interdit, je passai les minutes suivantes à chercher comment j'avais pu l'entraîner avec moi à mon insu en sortant de la pièce, où j'étais bien sûr pourtant de l'avoir laissée. Sans doute l'avais-je accroché à l'un de mes habits, mais je ne parvenais pas à m'en convaincre tout à fait, et un grand rire sardonique s'échappa brusquement de ma poitrine, saccadé et grinçant, qui acheva de m'inquiéter plus encore, car je n'en démêlais pas bien l'origine. À compter de ce jour, je fis de vains efforts pour me sentir à mon aise dans l'appartement que j'occupais. Une angoisse permanente m'étreignait. Je respirais avec difficulté. Mes mains étaient moites, et, au moindre bruit que je surprenais, mes tempes bourdonnaient anormalement. Je décidai le plus souvent de sortir, prolongeant mes promenades et m'absorbant dans la contemplation des chefs-d'œuvre qui peuplaient la ville, mais fuyant en vérité mon oppressante demeure. Or, un soir que j'étais revenu à la villa, reconduit par la fatigue, j'eus la surprise de trouver le salon en partie éclairé. Je me reprochai ma négligence. Quand je fus assez près, je compris que la lumière provenait de la pièce dérobée. Je pensais que quelqu'un s'y était introduit en mon absence. Redoutant quelques voleurs, je m'avançai prudemment, en durcissant les poings. J'appelai pour me donner du courage, mais je n'obtins pas de réponse. Enfin, bondissant dans l'antre de la pièce, je vis que les 2 chandeliers étaient allumés, illuminant d'une vive clarté tous les objets qui étaient disposés sur la console. Je ne tardai pas à m'apercevoir que l'ordre que je leur avais imprimé avait été bouleversé. Je ne retrouvais pas le peigne à la même place, un flacon de parfum avait été débouché, et il flottait dans l'air l'odeur diffuse que j'avais respirée dès les premiers jours de mon arrivée à la villa. Dès lors, je ne doutais plus qu'on fût venu là.
Je réfléchis que j'avais dérangé l'intrus dans ses recherches. Soudain, l'idée qu'il n'avait peut-être pas eu le temps de s'enfuir me glaça. Raidissant ma volonté, je m'armai de l'un des chandeliers et commençai d'inspecter méthodiquement chaque pièce. Je m'assurai que les fenêtres étaient closes, fouillai l'obscurité et perçai les ombres nombreuses du salon, de la chambre et de la cuisine. Quand enfin je fus certain qu'il n'y avait personne qui se dissimulait dans l'appartement, je me rassérénai quelque peu. Mais, en dépit de toutes ces preuves, mon esprit, luttant contre l'évidence, demeura placé sous l'empire de la première impression, et une sorte de fièvre s'empara de moi. Je courus jusqu'à ma porte et en consolidai tous les verrous. C'est alors que j'entendis derrière moi le son grave et pathétique du gramophone. Affolé, je retournai sur mes pas. Je vis, là, dans l'embrasure de la pièce mystérieuse, la robe qui se tenait debout devant moi, haute et droite au-dessus des 2 petits souliers. Il semblait contenir le corps d'une femme invisible. Dans ma confusion, je jugeai sa taille extrêmement gracieuse, quand je vis sa poitrine se soulever comme sous le halètement d'un souffle léger, et le battement à peine effleuré d'un cœur en émoi. J'eus soudain la sensation très nette de celle dont j'avais senti si souvent la présence dans ce lieu, et j'en percevais maintenant le secret désir. La première, elle s'avança vers moi, et, m'offrant son contact fabuleux, incapable de lui résister, je l'accueillis dans mes bras. Au son de la musique, elle se mit à se mouvoir, lentement d'abord, puis de plus en plus vite, exécutant les rondes de la valse jouée par le disque. Entraîné, à la fois fasciné et paniqué, je la suivais avec une attention redoublée et veillais à régler mon pas sur le sien. Et bientôt, tournoyant et tournoyant encore, je m'abandonnai à elle, perdant à peu près complètement la tête, absorbé par le flot gracieux de sa robe et croyant respirer de nouveau le parfum de la violette. Nous traversâmes en cadence le salon. Nous nous frayions un chemin entre les meubles, que caressaient au passage, dans un froissement du tissu, les bords de sa robe virevoltante. Nous allions à une allure folle. La tête me tournait. Je fermais les yeux pour mieux goûter mon ivresse. Il me semblait que mon cœur s'était arrêté de battre et que mes pieds ne touchaient plus le sol. Je ne sentais plus mon corps, comme s'il avait été délivré des chaînes de la pesanteur. Mes cheveux s'envolaient au-dessus de mon crâne. Je m'agrippais au bras de ma partenaire, comme par crainte de tomber, quand, brusquement, dans les dernières mesures de la valse, elle échappa à mon étreinte. Je la vis qui fit encore plusieurs tours sur elle-même. Puis, esquissant une dernière révérence dans ma direction, comme pour me remercier de lui avoir offert cette danse, elle s'affaissa au sol. Je m'approchai dans l'intention de la relever. Mais je sus qu'il n'y avait rien que sa robe désormais, qui dessinait au milieu de l'évanouissement de ses étoffes un cercle par lequel son habitante s'était évaporée.